C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Ces paroles qui résonnent encore dans nos mémoires sont les traces d'une histoire dont nous avons le devoir de transmettre, pour ne pas oublier ce bouleversement indescriptible que fut la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes allés sur les traces de ces hommes et ces femmes qui ont contribué à la libération de la France, et particulièrement à la résistance dans le Cher. Nous avons aussi eu la chance de rencontrer un des derniers résistants du Cher, Maurice Renaudat, qui a accepté de nous partager son témoignage concernant son engagement pour la libération de la France. 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne pour ce qui deviendra cette drôle de guerre durant 6 années de terreur. Cependant, la mobilisation militaire et industrielle a déjà commencé depuis le mois d'août dans le Cher. En effet, dès le 23 août 1939, les gendarmes distribuent des fascicules de mobilisation dans les boîtes aux lettres. Les véhicules et les chevaux sont également réquisitionnés, ainsi que les trains militaires qui partent en direction de l'Est. La France fait aussi appel à ses troupes coloniales et particulièrement aux tirailleurs sénégalais. Pour définir la résistance, nous avons choisi de demander directement à celui qui a participé à cet engagement. La résistance, ça n'existe pas seulement, ça n'a pas existé seulement pendant les 4 années d'occupation. La résistance, c'est tous les jours qu'il faut être résistant. Il faut être résistant à ce qu'on veut nous imposer. Et il faut résister aux mauvaises orientations qu'on veut nous donner. La résistance, c'est pas seulement lorsqu'il y a un voisin revêtu d'un uniforme vert qui a franchi vos frontières et qui occupe votre pays. Dès le 15 juin 1940, le Cher fut le témoin de bombardements quotidiens suivis de l'invasion allemande qui se déroula sur le pont de la Charité entre le 16 et le 20 juin. Le mois de juin 1940 est aussi le mois de la défaite de la France prononcée par le maréchal Pétain le 17 juin. Le 25 juin, l'armistice est signé. La France est géographiquement et politiquement divisée en deux. La zone nord entre les mains de l'Allemagne et la zone sud entre celles du gouvernement de Vichy. Cependant, cette défaite entraîne des refus immédiats partout en France. L'appel de la résistance du 18 juin par le général de Gaulle sur les ondes de la BBC en est une parfaite illustration. Bien que peu de Français soient touchés par cet appel en 1940, il deviendra plus tard le symbole d'une France qui refuse la défaite et la soumission. Cet appel est entendu par le gouvernement britannique, qui reconnaît, le 28 juin, le général de Gaulle comme chef de tous les Français libres. Dans le Cher, c'est le nom du sénateur Marcel Plaisant que nous retenons, qui s'oppose le 10 juillet 1940 au projet Laval avec 80 autres députés et sénateurs. Il relate cette opposition dans son ouvrage « Les 80 » dans lequel il dit « Nous étions dressés contre la dictature alors que la France voulait un homme, et contre l'armistice, refuge des faibles. » Les premiers refus de la collaboration prennent aussi la forme de divers actes comme le boycott, le camouflage des armes, l'écoute de radiolondes, ce qui entraîne des répressions meurtrières. L'aide au passage de la ligne de démarcation est aussi une forme de résistance, qui plus est dans le Cher, département divisé en deux par la ligne de démarcation. Bien que ces actes soient des formes de résistance, ils n'étaient pas nombreux et de grande envergure jusqu'en 1942. L'année 1942 marque le début de l'occupation entière du territoire français, mais devient aussi le temps de l'action des résistants contre l'occupant. C'est en 1942 qu'est créé le premier maquis FTP du Cher dans la forêt d'Allony, en février 1942, sous l'égide de Marcel Chérier. Même si les premiers francs-tireurs et partisans français sont créés dès 1941, ce n'est qu'en février 1942 que ce sigle est adopté. Ces maquis naissent avec les premiers réfractaires au STO, qui deviennent ainsi des résistants clandestins. C'est en 1943 que la mesure du STO atteint son paroxysme. En effet, la loi du 16 février 1943 impose le STO à tous les Français nés entre 1920 et 1922. Avec cette nouvelle loi, la résistance s'intensifie et son unification s'impose. Ainsi, le 27 mai 1943, le CNR, Conseil national de la résistance, est créé et ses membres se regroupent autour de Jean Moulin. L'année 1943 marque aussi la création des FFI, Forces françaises de l'intérieur, ce qui démontre une volonté d'organisation de la résistance. Un paysan d'un village à côté que je connaissais bien
et qui avait connu mon père avant la guerre, et qui connaissait nos opinions, quoi. Et qui voulait me proposer d'entrer, de constituer en somme un groupe à Saint-Georges-sur-Pré avec d'autres jeunes pour dénoncer l'occupation allemande. Alors je vais mieux vous dire que là, je lui ai donné mon accord sans hésiter parce que d'une part, ça nous donnait la possibilité de lutter contre les Allemands, hein. Et puis ça nous donnait aussi la possibilité d'envisager un changement en France. Les premiers gestes clandestins, ça a été de distribuer les tracts et puis de parler aussi avec les jeunes. Par exemple, les jeunes qui étaient cachés dans les fermes. Des mouvements de résistance s'installent et s'organisent en France, comme Libération, à l'origine un mouvement national créé en 1941. Ce mouvement national s'implante également dans le Cher en 1942 et se divise en deux autres mouvements, Libération Cher Nord et Libération Cher Sud. Il y a également le mouvement Vengeance, fondé en 1941 et implanté dans le Cher en 1942. Enfin, un troisième mouvement national, Combat, né de la fusion de deux mouvements plus petits, dirigés respectivement par Henri Frenay et François de Menthon. Ces trois mouvements se regroupent sous le sigle de MUR, Mouvement uni de la résistance. De nombreux maquis sont présents sur le territoire du département. Sébastopol à Mentoussalon, Tunis à Évoilpré, Bayeux et Bertin dans la forêt d'Allogny, Vengeance à Vierzon, Robin à Bourges et de nombreux autres qui participent également à la lutte contre l'occupant. La résistance prend différentes formes. La diffusion de journaux et de tracts clandestins, le sabotage, la création de faux papiers et le renseignement pour la France libre. La résistance passe aussi par l'aide aux prisonniers évadés. En effet, s'engager ne signifie pas pour autant appartenir à un réseau. Certains s'engagent sous forme d'actions clandestines, comme les justes ou certains civils. Par exemple, Henri Diaz, prisonnier évadé, a pu bénéficier de l'aide de la résistance, comme il le raconte dans son ouvrage Les Sentiers de la Liberté. Je suis sous le train à la recherche d'une place. Personne ne peut croire que quelqu'un voyage sur les bogies par ce terrible froid. Le sommeil me gagne. Enfin, Angoulême est annoncé. Mais je suis incapable de faire un pas. J'ai l'impression que mes jambes ne me portent plus. Un cheminot m'aide à me mettre debout et me conduit près du chef de gare. Je suis immédiatement pris en charge. Je crois que pour résister à tous les moments de découragement, il faut une grande motivation pour la reconquête de la liberté. De retour en France, Henri Diaz continue de se battre pour la liberté de son pays et participe, avec Marcel Lalonnier, à la création du premier maquis en zone sud, le maquis franc-tireur partisan français de Maupiou. Ce qu'on faisait surtout, c'était la distribution de tracts, de journaux clandestins. On a participé à plusieurs sabotages de voies ferrées. Il y a cette question des armes. Il y avait un groupe de résistants de l'Indre qui venait souvent dans le Cher, à Saint-Hilaire-de-Cour notamment, où ils faisaient sauter la ligne à haute tension. Ce que l'on pouvait faire, c'était pas des choses extraordinaires. On attaquait les camions, les voitures isolées, les camions isolés. On attaquait aussi les camions qui se trouvaient en fin de convoi. Quand il y a un convoi de plusieurs véhicules, là, on attaquait l'avant-dernier et le dernier, et puis on se sauvait. On n'attendait pas, on comptait pas s'il y avait des morts, parce que les Allemands, ils faisaient la guerre depuis 5 ans, et puis nous, on ne savait même pas si ça avait des armes. Alors on ne se rendait pas bien compte j'ai pris conscience que je risquais d'être blessé lorsqu'on a eu ce parachutage. Parce qu'avec les armes, les carabines, il y avait les fusils mitrailleurs, il y avait des grenades, etc.
il y avait aussi des boîtes de pansement. Alors, moi, tout bêtement, je me demandais, mais à quoi ça sert, ça, les boîtes de pansement? On va faire des pansements en bouche? On va dire non. Tu risques d'être blessé, et t'as des copains qui risquent d'être blessés au cours d'une opération, alors il faut que vous ayez des pansements. Ah bon, on risque d'être blessé. Bon, je m'étais pas rendu compte qu'on risquait aussi, quoi. On était optimiste. Cependant, ces mouvements de résistance entraînent de sévères répressions, surtout depuis 1941, lorsque des groupes mobiles de réserve sont mis à disposition des préfets régionaux et de la police. Pour renforcer cette répression, en 1942, la police française s'associe à la police allemande. Enfin, en 1943, la milice est créée dans le Cher et s'installe à Saint-Amand. La répression prend la forme d'arrestations, d'interrogatoires, de déportations, d'exécutions et de tortures, dont le tristement célèbre agent de la Gestapo et tortionnaire Paoli abuse sur les personnes arrêtées. En effet, lors de son procès, il avoue avoir commis entre 200 et 300 arrestations entre 1943 et 1944. La plupart des personnes arrêtées sont internées à la prison du Bordio à Bourges. Là-bas, de nombreux prisonniers trouvent un peu de réconfort auprès du frère Alfred qui résiste à sa façon en soignant et en établissant des correspondances avec les familles des prisonniers. Il y avait en particulier un jeune qui était né dans mon village, à Saint-Chercheur-l'Après, qui avait été arrêté par les Allemands, alors qu'il avait sur lui des tracts édités par le Parti communiste. Et il avait été fusillé au mois de septembre 1942 au Mont-Valérien, près de Paris. Depuis 1942, la guerre a pris un nouveau tournant. Le débarquement en Afrique du Nord, la victoire à Stalingrad et en Tunisie annoncent le début d'un enchaînement de victoires pour les Alliés. Ces derniers préparent l'armée de la libération à Londres, mais aussi en France métropolitaine. Les parachutages d'armes et de matériel pour la résistance intérieure s'accentuent dans toute la France. De plus en plus de volontaires arrivent dans les maquis, notamment au printemps 1944, malgré une répression allemande très active. Dans le Cher, c'est la création du premier régiment populaire berrichon qui marque l'organisation de la libération. Le département est couvert d'une multitude de maquis et les francs-tireurs partisans français se multiplient. Les résistants s'organisent en compagnies qui appartiennent à des bataillons comme le bataillon Gabriel Péry ou l'Indomptable. Tous les bataillons du Cher constituent le premier régiment populaire du Berry qui est dirigé par Hubert Lalonnier, dit colonel Hubert. Des événements majeurs comme les débarquements en Normandie et en Provence annoncent que la libération est proche. Les résistants continuent le combat sans relâche. Le 6 juin 1944, alors que des troupes anglaises et américaines débarquent sur les plages de Normandie, les résistants du groupe Combat et des francs-tireurs partisans de la zone sud organisent une opération de commando à Saint-Amand-Montrond. Il s'agit de prendre la ville pendant 24 heures afin d'y détruire la milice et de s'emparer de leurs archives, ainsi que de recruter des personnes prêtes à s'engager. L'opération débute comme prévu. La milice se rend dans la nuit du 6 au 7 juin. Ayant la pleine possession de la ville, les résistants prennent deux décisions. La première est de saboter la ligne de chemin de fer Saint-Amand-Montrond-Bourges. La seconde est de recruter un maximum de personnes prêtes à s'engager. Cette opération a beaucoup de répercussions sur Saint-Amand-Montrond. Des civils sont pris en otage, des maisons sont brûlées. Cependant, cette opération montre que la résistance prend de l'importance et que les combats pour la libération sont imminents. Les débarquements marquent le début de la libération de la France. Le pays se libère petit à petit. Tout d'abord la Normandie, le Limousin, puis les pays de la Loire, le centre, le Languedoc-Roussillon. Paris est libéré entre le 19 août et le 25 août 1944. À l'occasion, le général de Gaulle prononce un discours mémorable dont on retient les phrases « Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré ». Après le débarquement, alors on est passé à l'action armée, plus ouvertement, quoi. Plus ouvertement. Parce que on considérait qu'il fallait aider et il fallait surtout empêcher les Allemands qui étaient dans le sud-ouest, et il y en avait beaucoup, là, dans le sud-ouest de la France, de monter vers le front de Normandie.
Dans le Cher, la libération successive de 2 villes importantes annonce la fin de l'occupation du département. Le 4 septembre 1944, vers 21h, plus de 400 résistants font leur entrée dans la ville de Vierzon. Ils s'emparent rapidement de l'hôtel de ville, la poste, la Feld gendarmerie et la Standortkommandantur. Sur tous les monuments publics se hissent des drapeaux tricolores. Les cloches des églises retentissent pour annoncer aux habitants que la ville est libérée. Des foules envahissent les rues. C'est une explosion de joie et de soulagement. Non, les gens étaient vraiment soulagés. Étaient soulagés. Il y avait une joie extraordinaire. On entendait aux arts, ça dansait, ça chantait. Quelques jours plus tard, le 6 septembre, c'est au tour de Bourges de connaître le parfum de la libération. Bien que les Allemands venaient de quitter la ville, il reste encore quelques dizaines d'hommes. Au petit matin, des troupes FFI débarquent sous les ordres du colonel Colomb. Le peu d'Allemands qui sont restés se constituèrent immédiatement prisonniers. Une immense foule se déverse alors dans les rues, bloquant toute circulation. Ils acclament et félicitent les résistants. Les rues se emplissent d'espoir et de bonheur. Des drapeaux tricolores, à croix de Lorraine ou encore anglais et américains s'élèvent dans toute la ville. On a failli pas penser dans Vierzon parce que c'était noir de monde. Puis quand ils ont appris que c'était des blessés de la résistance, qu'on avait été blessés à Saint-Hilaire-de-Cour quelques jours auparavant, on était couverts de fleurs. Le 13 septembre 1944, le département du Cher est complètement libéré. Toutefois, le combat continue car la guerre n'est pas terminée. Des poches allemandes résistent encore en France, notamment en Alsace-Lorraine, sur le littoral atlantique, à La Rochelle, Royan, la Pointe de Grave, ainsi que Saint-Nazaire. Des résistants s'engagent pour la durée de la guerre. La résistance a pour but de reconstruire la France sur un nouveau projet sociétaire. Les résistants n'acceptent pas de revenir à la Troisième République, qui pour eux est à l'origine de la défaite. Ils veulent refonder la France en garantissant à tous des droits civiques, politiques, sociaux et économiques. C'est pour cela que le CNR a été créé et qu'ils ont établi le programme d'action de la résistance. La libération est donc synonyme de retour à la légalité républicaine. Le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République française, déclare le 4 août 1944 nuls et non avenus les actes du régime de Vichy. Le 15 septembre 1944, il établit l'institution de cour de justice afin de juger les faits de collaboration. Le pouvoir législatif se remet en place, une assemblée avec 248 membres se constitue, la charte du travail du 4 octobre 1941 est abrogée. La libération annonce aussi le retour de la démocratie en France. Les élections municipales débutent le 29 avril 1945. Les femmes exercent le droit de vote pour la première fois. Le but est de réorganiser la France et d'assurer un contrôle des services publics. On s'est battu pour faire appliquer le programme du Conseil national de la résistance. Vous savez, la sécurité sociale, c'était difficile. Il suffisait pas d'un décret pour dire, c'était sur place, il fallait convaincre. Il y a eu une augmentation des salaires, il y a eu, puis après toute la vie s'est remise en marche. Voilà. Il y a eu quand même un système démocratique en France comme il n'existait pas, puis comme il n'existe encore pas d'ailleurs dans beaucoup de pays. Nombreux sont ceux qui se sont engagés sous l'occupation pour libérer le territoire national. Nous devons prendre conscience que leur combat a aussi permis de faire de la France un pays où nous jouissons pleinement de nos droits et de nos libertés. Aujourd'hui, nous nous devons de nous engager à notre tour afin de lutter contre l'oubli et de faire en sorte que les valeurs de la résistance soient perpétuées. Notre devoir de mémoire est aussi un devoir d'humanité, celui de ne pas oublier celles et ceux qui ont fait la liberté. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. 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 La résistance, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Mais il faut être résistant.